Le gouvernement déclare la guerre à la drogue. Le rapport du commissaire Broussard, le flic le plus connu de France, est rendu public aujourd'hui. Non à la légalisation de la drogue, oui à la répression, alors qu'à l'heure du sida, la plupart des pays européens ont déjà changé leur politique. Bonsoir, et pour ce dossier consacré à la drogue, invité de ce journal, le commissaire Broussard et le juriste Francis Caballero. Les élections en Serbie ont-elles été truquées? L'adversaire du président Milosevic, Milan Panic, accuse. Il va réclamer l'annulation du scrutin. Ce soir, le président sortant se succéderait à lui-même. Il est en tête de tous les résultats provisoires. Une situation que doivent rapidement prendre en compte les Occidentaux dans le conflit bosniaque. Xavier Baudin-Hulin. Fraude et vol de suffrage. Les partisans de Milan Panic accusent. Pour eux, les premiers décomptes contredisent bizarrement les premières estimations d'hier. Ce soir, la commission électorale annonce que sur 19% des votes dépouillés, Slobodan Milosevic l'emporterait avec 56,9% des suffrages. C'est louche. Voilà le sentiment de nombreux observateurs étrangers qui constatent avec surprise la lenteur avec laquelle sont annoncés les résultats. Irrégularité importante, dit aussi ce soir Washington. Milan Panic demande donc l'annulation du scrutin et de nouvelles élections sous 90 jours. Le résultat du vote serbe est observé par toutes les capitales du monde. Une réélection de Milosevic signifierait la poursuite du soutien de Belgrade à la guerre menée par les Serbes en Bosnie. À Sarajevo, le pont aérien a pu reprendre après 21 jours d'arrêt. L'ONU envisage de nouvelles sanctions avec l'appui du président Bush et les menaces d'interventions militaires étrangères se multiplient. Dernière prise de position en France, celle de Nicolas Sarkozy. Qui pouvait bien douter du succès de Milosevic? Depuis quand les communistes au pouvoir ont-ils l'habitude de perdre des élections? Il y a un agresseur, c'est la Serbie communiste, et il y a des victimes. Et de souhaiter, comme d'autres députés français, dont le socialiste Julien Drey ou l'UDF Charles Millon, une intervention militaire, même directement en Serbie, s'il le faut. Voici ce qu'il faut encore retenir de l'actualité. Et tout d'abord, le crash d'un DC-10 au Portugal, dont le dernier bilan fait état de 54 morts et 283 blessés. Xavier Baudin-Hulin, Claire Sébastien. Peut-être des mauvaises conditions météo à l'origine de la catastrophe du DC-10 néerlandais qui a explosé ce matin lors de son atterrissage sur l'aéroport de Faro. Les débris sont éparpillés sur plus de 250 mètres. Les réacteurs des deux ailes sont détachés d'une carlingue carbonisée. L'appareil aurait explosé après avoir touché la piste une première fois. Il y a eu un bruit énorme au moment de l'atterrissage. À ce moment-là, j'ai baissé la tête, attaché ma ceinture et j'ai essayé de rester en vie. Ce soir, les opérations de sauvetage sont pratiquement achevées. Le bilan est lourd, 54 morts, 283 blessés. Des voitures renversées et incendiées, Béziers est encore sous le choc au lendemain de la mort d'un jeune Marocain. Hassan Benhamed avait 17 ans. Hier, il a été mortellement blessé par 2 CRS au cours de son interpellation. Pour la communauté musulmane, c'est une bavure. Ce soir, un des 2 CRS vient d'être inculpé de coups et blessures volontaires. Pour les 415 déportés palestiniens, les taux se resserrent au sud Liban. Israël les a bannis des territoires occupés, mais Beyrouth refuse toujours de les accueillir. Aujourd'hui, la milice pro-israélienne a tiré des obus en direction du convoi qui se rapprochait des barrages. 2 Palestiniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce no man's land est une impasse pour ces Palestiniens soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Hamas. Demain, la Cour suprême israélienne doit réexaminer le bien fondé de ces expulsions. Noël en prison pour Honecker. La presse attendait une libération, la justice allemande en a décidé autrement. Pour elle, l'état de santé de l'ancien numéro 1 est-allemand n'est pas un obstacle à sa comparution. Le procès reprendra en janvier. La drogue venait de l'Est. 63 caisses, 10 millions de pilules de MDA, un dérivé de l'amphétamine. Au total, 3 tonnes. C'est la saisie record réalisée par les polices allemandes, lettonnes et tchécoslovaques. La lutte contre l'usage et le trafic des stupéfiants d'un pays européen à l'autre, cette lutte est différente. En Grande-Bretagne, on donne aux toxicomanes des seringues et de la drogue sous contrôle médical. Avec le sida, la plupart des pays ont changé de politique. La France, pas. La seule en Europe où l'usage de la drogue est un délit sanctionné pénalement. Le rapport Broussard ne fait que confirmer la politique menée jusqu'ici. Un rapport qui comprend une quarantaine de mesures. 10 d'entre elles vont être d'ores et déjà appliquées. Béatrice Nivois.
Rien ne montre. Non rien à la ne dépénalisation, non aux produits de substitution, oui à la guerre contre la drogue. Ce sont les conclusions du rapport Broussard, rendu public aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. La police urbaine a désormais une priorité absolue, traquer le trafic de rue. Autre mesure, la création de bureaux de liaison antidrogue dans chaque région, ainsi que celle de brigades spécialisées dans la lutte contre les stupéfiants. Il n'y aura pas en France de différence entre drogue dure et drogue douce, et les parquets continueront de s'appuyer sur la loi de 70. Elle ne distingue pas le consommateur du dealer. Il y a interdiction, sous peine de sanction, d'utiliser et de faire du trafic de drogue pour une raison toute simple, qu'on oublie peut-être un peu trop souvent, c'est que la drogue, ça n'est pas un produit comme les autres. La drogue, c'est un poison. Une fois le toxicomane aux mains de la police ou de la justice, on propose en France l'injonction thérapeutique. Dans d'autres pays européens, aux Pays-Bas, en Suisse, on n'hésite pas à offrir aux toxicomanes libres de la méthadone, produit de substitution, ou encore de l'héroïne et des seringues. Ces solutions seront revisitées en France. Alors c'est clair, la France n'adoptera pas ce type de mesures. Alors commissaire Broussard, bonsoir. Un toxicomane sur 2 est séropositif. Freiner la distribution des seringues, est-ce que cela ne va pas favoriser l'épidémie? Non, justement, puisque vous le dites vous-même que 2 toxicomanes sur 4 ou 1 sur 2 devient séropositif, eh bien commençons par lutter contre les causes et attaquons-nous aux toxicomanes, à la toxicomanie. Oui, Francis Caballero. Moi, j'avoue pas très bien comprendre le discours gouvernemental. Et je rappelle que c'est Mme Georgina Dufoy qui coordonne la lutte contre la drogue. Une semaine, on vient nous dire, et c'est M. Kouchner qui parle, permettre la transmission du virus HIV à un toxicomane, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et il propose des programmes méthadone, des programmes de substitution. Et 2 semaines plus tard, on vient nous dire, pourchassons les usagers, pourchassons la vente des seringues. Et j'ai presque envie de demander à M. Broussard s'il est pour la repénalisation de la vente des seringues. Non, tout d'abord, je voudrais répondre au sujet de la méthadone. Nous sommes contre les drogues de substitution pour la bonne raison que le milieu médical lui-même est très divisé en la matière. Il y a à peu près 3 semaines, j'étais en Espagne, j'ai assisté à un séminaire de très haut niveau, et à un certain moment, au cours de la discussion, un grand professeur espagnol a mis au défi ses confrères en leur disant « Moi, je vous mets au défi de me dire quels sont les effets à long terme de la méthadone. » Mais la méthadone est une drogue, mais justement distribuée aujourd'hui par l'État pour éviter le sida. C'est ça l'important, c'est éviter le sida. Et à ce moment-là, lorsque l'État commence à distribuer de la drogue, il devient lui-même dealer. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Oui. C'est ma position, on me demande ma position, je l'ai donnée. Oui. Et en ce qui concerne la distribution des seringues, puisque vous m'avez posé la question, nous ne sommes pas contre la distribution des seringues, mais cela doit se faire dans des conditions extrêmement précises de lieu, de moments, de circonstances et de modalités. Commissaire Broussard, le ministre de la Santé, le ministère de la Santé est pour donc ces produits de substitution, le ministère de l'Intérieur contre, 2 ministères qui s'opposent sur un problème grave. Non, moi on m'a demandé de réfléchir à une situation. J'ai donné mon avis et je dis que donner de la méthadone par exemple, c'est transformer le rôle de l'État. Il n'a pas à se substituer à un dealer. On n'a pas à transformer les médecins en dealers en blouse blanche. Donc moi je suis contre cette distribution systématique, je dis bien systématique d'ailleurs, parce que dans certains cas extrêmes, là c'est au corps médical d'apprécier. Mais même M. Olivenstein, qui n'est pas un partisan de la légalisation contrôlée, a dit qu'il était contre la mission de répression qui vous avait été confiée. C'est quand même inquiétant, ça, de voir une telle incohérence dans la politique gouvernementale. D'un côté, on réprime, de l'autre, on pseudo-légalise. C'est peut-être inquiétant, j'espère que c'est surtout inquiétant pour les dealers. Alors en ce qui concerne l'action de la police, nous allons maintenant voir un reportage en région parisienne qui montre que les mesures que préconise le rapport Broussard sont déjà largement mises en œuvre. Vous voyez le reportage de Béatrice Nivois et d'Alain Thomas. Leur domaine, la rue. Toute la journée, ils arpentent cet îlot Montorgueil qui sera bientôt la plus importante zone piétonne d'Europe. Le travail de ces îlotiers, la prévention, la dissuasion. Les riverains et les commerçants du quartier les connaissent bien. Dans le 2e arrondissement de Paris, 300 à 400 grammes d'héroïne sont saisis par an. Ce transit de stupéfiants amène les toxicomanes à se fournir dans les pharmacies.
personne a commencé à être un petit peu bien parti, bien shooté, a commencé à nous insulter. Il a vu mon regard, il a vu le regard de mon collègue qui est derrière. Regardez dehors, il y avait les îlotiers qui passaient. C'est tout, il n'a pas insisté, il est sorti. Les îlotiers nous ont vu à notre visage qu'il y a fait quelque chose. Il y en a un qui l'a coursé, qui l'a rattrapé plus loin. Et puis, je sais pas, ils se sont expliqués ensemble. On n'a plus jamais été ennuyés. Les îlotiers surveillent aussi les escaliers des vieux immeubles. Ils y trouvent quelquefois des sachets de drogue. Ce qui gêne les dealers et les toxicomanes, c'est une présence policière efficace. Bon, Rachid intervient, il y a 3 mecs qui vont sortir sur ta droite là, ils vont sortir du toit, il y a 3 mecs. Ce petit jardin, seul îlot de verdure perdu dans le 18e est le rendez-vous des gosses du quartier. Il est aussi le point de chute des toxicomanes et des dealers. La vente vient d'être faite. Très vite, ils se séparent. Les revendeurs sont toujours par deux. Un a l'argent, l'autre la drogue. Le toxicomane part seul. Sa dose, il l'a soigneusement cachée dans sa bouche. Des deux côtés, les policiers vont intervenir pour les interpellations. Voici 2 grammes d'héroïne. C'est sous cette forme que la marchandise est souvent saisie. La difficulté pour les hommes de la RAC, la ronde anticriminalité, est d'interpeller les délinquants en flagrant délit. Ils en font 20 à 30 par mois sur le 18e. Une fois au poste, ils ont 4 heures pour taper les procès-verbaux. Ils ne sauront jamais d'où vient l'héroïne, mais avec quelques talkie-walkie, pas de voiture et pas de papier carbone, ils traquent quotidiennement la vente dans la rue. Si pendant un certain temps nous avons la possibilité d'arrêter un certain nombre de dealers, évidemment cela se sait dans la population toxicomane et bien évidemment les toxicomanes reviennent moins sur certains endroits où se méfient davantage et il y a moins de trafic apparent. La 2e division de police judiciaire voit passer 4 à 5 kilos d'héroïne saisie en 1 an. Cette marchandise vient de Hollande. Il a fallu plusieurs semaines de travail, toujours dans le 18e, pour arriver à cette affaire. De ce kilo, les trafiquants auraient fabriqué 17 000 doses à 400 francs. C'est donc sur des millions de francs que portent les trafics. Alors, pour ce kilo saisi, combien d'autres ont été revendus à Paris ? Ce qui est important, c'est que c'est un petit réseau de 3-4 personnes qui est neutralisé, et puis on recommencera pour en neutraliser d'autres. Les policiers français agissent sur 2 fronts, prévention et répression, mais à l'aube de 93, il faudra très vite harmoniser en Europe les politiques de lutte contre la drogue. Commissaire Broussard, le petit trafic, le trafic de rue qui se développe, cela nécessite des moyens considérables. Vous les avez ? Oui, effectivement, dans l'étude que j'ai pu mener, en allant notamment sur le terrain, que ce soit à Marseille, à Grenoble, à Lille ou en banlieue parisienne ou à Paris, j'ai constaté que, d'une part, parfois, le personnel n'était pas suffisamment formé, n'était pas suffisamment équipé, et nous avons, avec les gens qui m'entourent, demandé à ce que chaque chef de circonscription fasse un peu l'état des lieux, tant au niveau des moyens, au niveau du personnel, il y a des moyens financiers également, voire les moyens juridiques, et à la suite de quoi nous ferons également une autre série de propositions. Francis Caballero, je rappelle que vous êtes juriste, auteur du livre Le droit de la drogue. Vous êtes pour la légalisation de la drogue. En quelques mots, pourquoi et puis surtout dans quelles conditions ? Je suis pour ce que j'appelle la légalisation contrôlée. Et c'est sûr qu'on ne peut pas être pour quelque chose d'aussi grave sans de puissantes raisons. Et en gros, on constate que depuis 20 ans, on fait la guerre à la drogue. On n'a pas entendu le commissaire Broussard pour remplir les prisons françaises de toxicomanes, de trafiquants et de dealers. Ça fait déjà aujourd'hui 40% des prisons françaises. On n'a également pas attendu le commissaire Broussard pour saisir des doses de plus en plus importantes. Elles ont été multipliées par 10 ou par 100 depuis la loi de 70. Et en dépit de cette politique répressive qui est une réussite policière, et je ne doute pas qu'avec un grand policier comme Broussard, ça va encore augmenter, en dépit de ça, on a oublié l'objectif, c'était protéger la santé publique. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, après 20 ans de lutte, les overdoses sont passées de 1 à 315 et qu'aujourd'hui le sida est venu encore aggraver le tableau, sans parler de toute une série de conduites marginales très dangereuses que la prohibition et la répression conduit les toxicomanes à adopter. Je pense aux arrachages de sacs de vieilles dames, parce que comme l'héroïne, avec le succès policier, vaut 1000 francs le gramme, il faut arracher 2 sacs de vieilles dames dans la journée pour se procurer son héroïne. Donc ce système a des effets pervers tellement graves que beaucoup de gens, comme moi, je ne suis pas le seul, s'interrogent sur une autre politique. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas 36 autres, il n'y a guère que la légalisation contrôlée qui, si j'ose dire, soit cohérente.
Il y a 17 villes en Europe qui ont commencé à se lancer dans cette politique. Il n'y a pas que les villes hollandaises ou anglaises. Il y a Francfort, il y a Hambourg, il y a des villes italiennes, il y a évidemment Amsterdam, il y a Liverpool. Et nous, en France, on continue d'ignorer le mouvement des idées et tout ce qui se passe partout. Alors, commissaire, pour ça, oui, vous allez répondre donc à Francis Caballero. Oui. Donc le trafic de la drogue en augmentation, l'héroïne qui circule de plus en plus, et notamment en France. Une politique qui est tenue en échec comme ça, ne doit-elle pas changer? Oui, c'est pour répondre à Maître Caballero. C'est vrai qu'on n'a pas attendu après Broussard pour faire de la répression. De même, on n'a pas attendu après Maître Caballero pour parler de dépénalisation. En 1919, aux États-Unis, on a voulu libéraliser en quelque sorte la distribution de l'héroïne. Et pendant 6 ans, on a donné, on a distribué, on a vendu à des prix défiant toute concurrence de l'héroïne. Et au bout de 6 ans, on a fait marche arrière car le nombre avait très sensiblement augmenté. Quelques années plus tard, en Indochine, la France a voulu organiser la régie de l'opium pour limiter la distribution et la consommation. Devant les résultats catastrophiques, on a été obligé également de faire marche arrière. Plus récemment, tout près de nous, en Espagne par exemple, là aussi on a voulu dépénaliser. Et là encore, on constate une marche arrière toute de l'Espagne en la matière devant les résultats catastrophiques. Et puisque l'on parle d'overdose, qu'on parle de Liverpool, qu'on parle de Zurich, bien parlons-en. Moi je vais vous dire tout simplement, Maître Caballero, c'est qu'en Espagne par exemple, il y a 4 fois plus d'overdoses qu'en France, qu'en Suisse, que vous citiez en exemple également il n'y a pas si longtemps, eh bien il y a 8 fois plus d'overdoses en Suisse, toute proportion gardée bien entendu. En Liverpool que vous avez cité, eh bien là encore, on a vu certaines déclarations, mais il faut toutes les lire ces déclarations. Et les toxicomanes de Liverpool demandent eux-mêmes ne dépénalisez pas, il y aura davantage de toxicomanes. Oui, mais il y a beaucoup d'erreurs dans ce que vous dites. Je suis obligé de vous dire que l'Espagne n'est pas un système de légalisation, que la Suisse, pour moi, c'est l'horreur totale. Ce n'était pas non plus un système de légalisation. Il n'y a guère que la Hollande et Liverpool qui ressemblent à ces systèmes. Et là aussi, je m'inscris en faux. Vous oubliez le taux de séropositivité qui est beaucoup plus faible en Hollande et à Liverpool qu'en France. 7% au lieu de 40%, c'est quand même énorme. Et non, quant aux interrogations de toxicomanes... Je conteste ces chiffres, maître, je m'excuse, mais d'une part, les Hollandais ont tendance à ne pas donner les chiffres. Ça, c'est une première chose. Et moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Le week-end dernier, le week-end dernier, je suis allé en Hollande. J'ai voulu voir moi-même seul. Je suis allé, j'ai pris l'autoroute à Anvers, 2 jours comme 2 nuits. Je me suis arrêté sur des parkings. J'ai été abordé par des vendeurs, par des dealers. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, j'ai été abordé. Abordé, monsieur Broussard? Oui, elle m'a abordé, oui. Et ce n'était pas du cannabis qui est légalisé, qui est dépénalisé, comme vous le savez, comme vous venez de le souligner en Hollande. Oui, mais on me proposait quoi? On me proposait de l'héroïne, on me proposait de la cocaïne. Et croyez-moi, qui ne sont pas légalisés, justement. Donc, voyez, vous avez été vous-même l'objet des effets pervers de votre système. C'est-à-dire qu'avec un système où ce sont les trafiquants qui distribuent, on vous propose de la drogue dans tous les endroits. On commence à dépénaliser. Tandis qu'avec un système de légalisation contrôlée, il y a des médecins, il y a des contrepoids sanitaires et sociaux, on surveille la population. Je n'ai pas le temps d'exposer mon système, mais ce n'est pas vrai que... Je suis désolé, écoutez, si vous voulez dépénaliser, légaliser, comme vous le dites, vous n'allez pas, ou alors il va falloir que l'État légalise du sommet jusqu'en bas. C'est-à-dire, mais si, bon, alors si vous ne le faites pas, maître, si vous ne le faites pas, que se passe-t-il actuellement? Vous avez à la tête du grand trafic, vous avez les cartels, vous avez le grand banditisme, vous avez la mafia. Alors on arrivera à cette chose extraordinaire, on verra ces gens-là transformés en commerçants en attente d'un statut tout à fait légal, et on demandera à l'État d'organiser, c'est-à-dire de jouer les réseaux de distribution et de légaliser, d'organiser la distribution. C'est le mot de la fin. Merci, messieurs. Maintenant, notre rubrique palmarès avec ce soir un retour sur scène et une sortie de scène. Hervé Dino. En hausse, Bernard Tapie, inculpé dans le cadre de l'affaire Toshiba, le ministre de la Ville avait dû démissionner. Aujourd'hui, il obtient un non-lieu. L'homme d'affaires avait les pires difficultés du monde à vendre Adidas. Il affirme avoir trouvé un acheteur. Le président de l'OM est aux anges. Son club effectue un bon parcours en Coupe d'Europe et en championnat. Cette semaine, à l'issue de sa rencontre avec Pierre Bérégovoy, Tapie le battant devrait remettre les gants et faire sa rentrée sur le ring politique. Une ultime descente des escaliers qui a des allures de descente aux enfers. Les Folies Bergères ferment leurs portes jusqu'au mois de septembre. Les plumes qui faisaient la réputation des girls ont servi cette fois à la rédaction de leurs lettres de licenciement. La cage thoracique de ces charmantes jeunes filles n'est pas en cause, mais les Folies s'essoufflent. Les spectateurs boudent le music hall.
Dans l'histoire des Folies Bergères, le plus longtemps pendant lequel a été présenté un spectacle était 5 ans. La revue que nous présentons, qui s'arrête, aura duré 6 ans, avec plus de 1700 représentations et plus d'1 300 000 spectateurs. Donc il arrive un moment où chaque spectacle a été vu par son public. Nous pensons que notre spectacle a été vu par son public. Les girls, elles, n'ont plus qu'à aller se rhabiller, fini paillettes et strass, l'heure est au chômage et au stress. Notre page économique ce soir consacrée au sauvetage de l'UNEDIC. Les gestionnaires de la caisse assurance chômage sont venus réclamer de l'argent à Pierre Bérégovoy et ils l'ont obtenu. Jean-Paul Chapelle. Bérégovoy a cédé. Il vient d'accorder aujourd'hui plus de 4 milliards de francs d'allègement pour préserver l'assurance chômage. Une bouffée d'oxygène pour l'UNEDIC qui a de plus en plus de mal à indemniser les chômeurs. Après 1 heure de discussion à l'hôtel Matignon, la présidente de l'UNEDIC est sortie satisfaite. Aujourd'hui, je peux dire que le Premier ministre a souhaité que l'État prenne sa part dans l'effort de solidarité pour la prise en charge des chômeurs. Déjà cet été, patronat et syndicats avaient accouché dans la douleur d'un accord aujourd'hui insuffisant. Malgré les mesures d'économie drastiques imposées aux demandeurs d'emploi, malgré la hausse provisoire des cotisations, salariés et employeurs, la machine s'enraye. La raison du sinistre est simple, le chômage a augmenté cette année beaucoup plus que ce que les experts n'avaient anticipé. Plus de chômeurs à indemniser, moins d'actifs pour payer les cotisations. Résultat, un déficit de 21 milliards de francs fin 92. Et les choses ne vont pas s'arranger. La plupart des CES, contrats emploi solidarité, vont prendre fin l'an prochain. Ils vont alors réintégrer le régime d'assurance chômage et grossir ainsi une liste déjà trop longue. Pour terminer ce journal, le coup de cœur de la rédaction avec ces rockers qui ont du cœur, mais cela ne surprend personne. Un jouet neuf d'une valeur de 100 francs minimum en guise de billet d'entrée. C'était ce soir à l'Olympia pour assister à un concert où se retrouvaient côte à côte les Tambours du Bronx, Eddie Mitchell et d'autres. Demain, le Père Noël et les rockers iront distribuer les jouets aux enfants des banlieues et de l'hôpital de Garches. Ce journal est terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo avec Florence Klein, votre prochain rendez-vous avec l'actualité le 12h45 présenté par Anne de Coudeneuve, le 19-20 avec Richard Trépeau. Je vous retrouverai quant à moi pour le soir à 22h30.